Mardi 31 mars 1925. Fini lettre Sonia. V poste. Reçu Weird Tales. Écrit à tante Annie, puis rejoint Sony. Son texte. Recopié. Last Lauf. Dernier rire. Retour maison. Lu, couché. On ne saura rien de ce que discutent les deux époux dans des lettres qui sont loin désormais d'être quotidiennes. Au moment du divorce, Sonia détruit toutes les liasses de lettres de son ancien mari. Le numéro d'avril de Weird Tales qu'il reçoit est le 19e et porte pour sous-titre « The Unique Magazine ». Il n'y a rien de Lovecraft, cette fois-ci, au sommaire. Mais, sourd, muet, aveugle, une histoire de son ami de Providence, C. M. Eddy, qui l'a aidé à réviser. De même, quand il se rend chez Sonny Belknap Long, c'est pour entendre son ami lui lire sa nouvelle histoire. Il est corrigé ensemble. Ses propres histoires, Lovecraft les travaille seul. 3 jours plus tard, dans sa lettre à sa tante Annie, il dit que le titre de l'histoire c'est « Hooray » et qu'il s'agit d'un poème en prose. Puis il accompagne Belknap et sa maman au cinéma, 95e rue. Il parle du film sans jamais citer le nom du réalisateur. Charlie Chaplin a pourtant inventé ce concept, mais qu'un film soit l'œuvre d'un auteur, comme les livres, ce n'est pas encore acquis. Last Laugh, c'est The Last Laugh, le dernier rire. Le film de Murnau, ce printemps-là, sera un des plus grands succès du cinéma muet, un film clé de l'histoire du cinéma. C'est sur les recettes de ce dernier des hommes, Der letzte Mann, en allemand, traduit en anglais, The Last Laugh. Il dit Lovecraft, vraiment une histoire puissante et pathétique, filmée de façon artistique et impressionniste. Il dit, ce film dont tout le monde parle, mais qui mérite vraiment tous les éloges qu'il a reçus. C'est très rare que Lovecraft parle aussi longtemps, aussi précisément, aussi positivement d'un film qu'il a vu. Il en voit souvent beaucoup. L'histoire est simple. Un vieux portier de grand hôtel, chamarré dans sa majestueuse livrée d'opérette, doit céder son poste à un plus jeune et est relégué aux toilettes de l'établissement. Pour ne pas être déconsidéré dans son immeuble, il va voler son ancien uniforme et sera humilié quand ce sera découvert. Mais c'est Murnau. Les rues de New York, de nuit, sous la pluie, avec la circulation des années 20, et même la consigne de Grand Central, la gare. Et puis, en studio, la reconstruction de cette cour du New York populaire, sous les fenêtres des étages, et l'escalier, l'irruption de l'escalier comme lieu de fiction. Mais c'est toute la gamme du grand cinéma muet qui s'y donne. Passages oniriques dont la transition est génialement assurée par des écrans opaques jouant géométriquement sur l'image, reflets de vitres, rideaux, portes tournantes, ascenseurs, ballet mécanique. On s'imagine les films muets dans le sautillement et le semi-effacement des contrastes, mais dans les projecteurs à 16 images secondes de l'époque, les 24 images secondes viendront avec le parlant, l'image déjà est fluide et la qualité photographique impeccable, puisqu'elle est le langage même des films avant que les milliers de projections infligées à chaque bobine les érodent quand on nous les montrera à nous. Et Murnau impose 2 révolutions discrètes. À nous d'imaginer rétrospectivement le saut mental qu'il faut pour rendre mobile la très lourde et très encombrante caméra. Pour entrer dans la cour de l'immeuble, Murnau pose la caméra sur une bicyclette. Incroyable! Pour montrer Emile Jannings dans sa déchéance d'homme saoul, on tient l'énorme caméra à la main à hauteur de ceinture. On s'y met à 4 hommes. Ou pour le montrer qui monte l'escalier, on suspend la caméra à un câble. Quelle révolution! L'autre révolution est plus discrète. Murnau supprime les sous-titres qui font des films muets une narration type roman photo. Il s'accordera 2 jokers. La lettre de licenciement reçue par le vieil homme au début du film et son coup de génie narratif à la fin, alors qu'on sait bien que rien ne peut renverser le destin ordinaire de la misère dans les villes. Le renversement final
un millionnaire façon US de l'époque a indiqué dans son testament que toute sa fortune appartiendrait à qui serait présent lors de son dernier soupir. Et voilà que cet homme meurt dans les toilettes de l'hôtel, dans les bras du vieil homme relégué. Il hérite, et tout ce qu'il trouve à faire de cette fortune surprise, c'est d'aller la dépenser au restaurant de l'hôtel, jouant les bienfaiteurs auprès de ceux qui, pourtant, l'ont laissé s'enfoncer dans la détresse. Murnau ne dit pas que c'est un conte de fées, mais il insère, à ce moment précis, un seul sous-titre, le seul du film, qui dit qu'on peut toujours rêver à un miracle qui ne se produira jamais. On est à Manhattan. Un orchestre joue devant l'écran, mais on est 95e rue. Sans doute des artistes pas bien riches, qui doivent vivre dans le même type de logement que Lovecraft à Brooklyn. Un piano, un violon, contrebasse. C'est cette promiscuité et ce brassement de la ville auquel Murnau rend honneur avec sa cour d'immeubles reconstituée en studio, avec les enfants qui jouent, les ménagères qui battent leur tapis plus fort qu'un fumigène. À quoi pense Lovecraft tout au long de l'heure et demie que dure le film? Il n'aura pas le temps de vieillir comme Emil Jannings, mais il ne le sait pas encore. À la force d'images de Murnau, à sa façon de raconter une histoire, ou bien comme cela dépend aussi des sauts techniques qu'on y déploie. Quand on lit les récits de Lovecraft, on a parfois l'impression d'un temps plus ancien que le nôtre, plus raide. Rien de plus ancien et de plus raide aussi que les conventions qu'emploie le moderne Murnau dans ces derniers temps du cinéma muet. Mais c'est juste, pour les deux, être dans le présent de son propre monde. Lovecraft commente rarement les films qu'il voit, du moins par écrit. Ce n'est pas sorti du cercle de leurs heures de conversation à voix haute, les nuits à ressasser leurs rêves, avec son voisin du dessus, le petit George Kirk, en train de monter sa librairie d'occasion, ou celui qu'ils ont installé dans la maison d'à côté, Samuel Loveman, ou Morton, l'aîné, conservateur de musée, et Frank Belknap Long, bien sûr. Ils disent que Lovecraft est celui qui parle le plus, avec sa voix suraiguë, avec ses grands rires. Mais je repense à cette histoire qu'écrit dans ces mois à venir Lovecraft avec la figure du violoniste, la musique d'Eric Zann, rien qu'un violoniste qui joue dans les cinémas et les théâtres, comme ce violoniste pendant le film devant Lovecraft qui accompagne les magnifiques images de Murnau et la tragédie sentimentale ou sociale, ou mieux, sentimentale parce que, ne sachant pas remettre en cause la violence sociale qui est pourtant la force crue du film et la colère de Murnau. Ce violoniste que voit Lovecraft pourrait être le modèle d'Eric Zann, pourrait revenir avec lui par le métro aérien qui le ramène aux rues pauvres de Brooklyn. Tant de rencontres qui ne se sont pas faites. Murnau et Lovecraft sont du même monde intérieur. Ils ont la même façon de raconter des histoires par la force graphique qui fait chez Murnau la totalité de l'image et chez Lovecraft la totalité de chaque paragraphe, la tension de chaque phrase. Et chez les deux, quelque chose qui va bien au-delà du personnage accomplissant les rites et codes qu'on lui impose. Lovecraft, pendant le film, aura peut-être découvert le violoniste autant qu'il aura regardé le film, mais ils ne se sont pas parlé, et de tout cela, pareil que la musique jouée, nous ne saurons rien. Quand il en recopie le titre dans son carnet, Lovecraft écrit juste « Last Laugh », dernier rire. Il ne recopie même pas l'article.